journée, bienvenue à TV Laval Nouvelles. Pour la dernière de la saison, on va parler de francisation, mais aussi d'intégration avec Hadiso. Victoria nous fait découvrir les jeux d'évasion à Laval. Je m'entretiens avec Antoine Bareil, violoniste, qui va participer aux ondes musicales de Laval. Nicolas nous parle d'un film tant attendu, Mission Impossible, Fallout, et plein d'autres sujets tout aussi captivants que vous ne voulez pas manquer. Bonne émission! Avez-vous entendu parler de la marche Illumine la nuit? Cette merveilleuse initiative est une marche communautaire et aujourd'hui, on va découvrir ensemble, avec mon invitée Sophia Gay, toutes les informations pour y participer. Bonjour Sophia, ça va bien? Ça va super bien, merci de me recevoir. Qu'est-ce qu'une marche communautaire? Bien, en fait, la beauté de la marche communautaire, c'est que ça englobe tout le monde. C'est vraiment une invitation globale à tout le monde pour venir. La cause qu'on soutient, c'est la Société de leucémie et lymphome du Canada, donc les cancers du sang. Donc, c'est des familles qui sont souvent touchées par le cancer, qui se rassemblent et qui c'est vraiment un moment incroyable de solidarité et d'union pour notre mission. Si je ne me trompe pas, cette marche n'est pas affiliée à un hôpital précis. Correct. Donc, en fait, on amasse des fonds pour la recherche et pour les services aux patients dans la communauté. Et on n'est pas affilié à un hôpital. On va vraiment financer les meilleurs chercheurs au Québec. Donc, on en a un petit peu partout éparpillés dans tous les hôpitaux qu'on a. Le Sainte-Justine, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, en tout cas, dans pas mal des hôpitaux de Montréal, on a les meilleurs chercheurs au monde. On peut en être très fiers au Québec de financer les meilleures têtes, les meilleurs cerveaux. Et là, Illumine la nuit a lieu quand et où? Donc, la marche qui a lieu ici, Val-des-Brises, Illumine la nuit, c'est la première édition à Val-des-Brises. Okay. C'est le 15 septembre, c'est un samedi en soirée. Ça commence à 6h30, mais la marche comme telle va débuter à 7h15. Et la beauté de la marche, c'est les lanternes. Pourquoi Illumine la nuit? Parce que quand tu reçois un diagnostic de cancer, c'est la journée la plus sombre de ta vie. Il va falloir que tu le dises à ta maman parfois, à tes enfants, à ton époux, que tu as le cancer. Et c'est une noirceur qui va vraiment se répandre et toucher toute la communauté. Illumine la nuit veut vraiment apporter l'espoir et la lumière aux gens atteints du cancer. Et on porte des lanternes de 3 couleurs différentes. Rouge pour ceux qui soutiennent la cause, blanche pour un patient ou un survivant et dorée pour les gens qui marchent en mémoire de personnes perdues au cancer. Donc, sans parler, on voit vraiment pourquoi les gens sont là. C'est un événement très rassembleur qui fait du bien et aussi qui se veut plein d'espoir. C'est une très belle cause. D'ailleurs, l'année passée, en 2017, vous avez récolté 6 millions de dollars. C'était votre c'était votre record pour cette organisation-là. Oui. Cette année, vous aimeriez atteindre combien? Ben je le dirai pas là, mais on a des gros objectifs encore cette année. Comme tu l'as dit, 6 millions à travers le Canada. On a des marches un peu partout dans toutes les communautés. Donc, vous pouvez regarder ça sur notre site à illuminelannuit.ca s'il y a une marche qui vous intéresse. Mais c'est ça, 6 millions d'amassés l'année dernière. Félicitations. Merci. Et puis, cette année, bien, on vise presque le 7 millions. Là. Donc, c'est une grosse croissance. Mais on invite la communauté à nous soutenir, à faire un don si vous ne pouvez pas être là à la marche cette journée-là. Donc, vous allez sur illuminelannuit.ca. Vous pouvez vous inscrire à la marche. On aimerait ça vous voir. Oui. Mais sinon, vous pouvez faire un don en ligne. Je sais que les gens peuvent parrainer une personne ou un groupe. Comment ça fonctionne? Oui, donc, bien, on a beaucoup de familles qui, évidemment, vivent un diagnostic de cancer et sont très impactées. Il y a des familles donc, qui sont inscrites en équipe. On peut aller les retrouver. Vous trouvez sur le site « Cherchez la famille ou l'équipe » et vous pouvez parrainer cette équipe-là en leur faisant un don et en les soutenant dans leur collecte de fonds. Et donc, voilà, si vous pouvez... Il y a beaucoup de familles, surtout à Laval, qui sont touchées par le cancer. Ça fait un bien énorme de voir la communauté se rassembler. Les gens peuvent également livrer un témoignage sur pourquoi ils décident de participer à cette course et vous diffusez les témoignages sur votre site Web. Ça doit être très touchant. Est-ce que c'est souvent des témoignages de personnes qui ont souffert de cancer du sang? Oui, 100 Les gens qui ont traversé ces épisodes-là sont tellement inspirants. C'est des gens qui transforment quelque chose de très négatif, de très difficile, de très douloureux en du positif pour autrui. Autant les survivants qui veulent
donner au prochain, puis faire avancer la recherche pour que les traitements soient moins invasifs, moins toxiques, que les gens qui ont perdu quelqu'un, qui ne veulent pas que personne d'autre ait à vivre la même affaire. Donc, pour moi, la communauté Illumine la nuit, c'est une communauté extrêmement généreuse, riche en histoire et en solidarité, puis qui m'émeut de façon... en tout cas, j'ai pas les mots pour le décrire. Il faut être là, il faut le vivre, il faut le voir, mais c'est quelque chose qui change la vie. Et concrètement, les dons qui sont amassés durant cette marche vont servir à quoi? Surtout de la recherche? Bien, en fait, on a deux piliers. Les services aux patients dans la communauté. Donc, on a énormément de ressources pour les gens qui sont diagnostiqués et pour les familles qui les soutiennent, parce qu'évidemment, ça n'impacte pas juste la personne, mais ça impacte la famille. Donc, on a beaucoup de ressources pour aider les gens dans leur diagnostic, du début jusqu'à leur survie et au-delà. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour les informations ou aller sur notre site Internet. Et bien sûr, oui, on finance vraiment la meilleure recherche au monde pour s'assurer que, justement, si on a un diagnostic, bien, c'est pas une finalité. C'est ça, exactement. Qu'il y a de l'espoir, puis il y a des avancées, des grosses percées, et il y a un taux de survie qui augmente à chaque année. Merci beaucoup, Sophie Aguet. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent trouver l'information sur le site web de la marche Illumine la nuit et j'encourage tout le monde à y aller. Merci beaucoup. L'été passe vite, mais il est loin d'être fini et aujourd'hui, Madame Chastache nous donne des conseils ménagers pour la cour extérieure. Bonjour, Louise. Allô? Ça va bien? Bien oui, ça va bien. Il fait beau, ça va toujours bien. C'est ça, on est chanceux. C'est ça. Il fait beau, on est souvent dehors, donc on veut que notre cour soit belle, soit propre. Bien, on avait parlé comment nettoyer les meubles sur le patio. C'est pas compliqué. Généralement, la plupart des meubles, savon vaisselle et eau, ça convient très bien. Il y a bien des gens encore qui ont les fameuses chaises, tu sais, en PVC, en résine blanche. Là, c'est grisâtre et tout ça. Comment on la nettoie? C'est les tables, les chaises, escaliers, par exemple, pour la piscine. Eh bien, c'est avec de l'eau de Javel. De l'eau de Javel. L'eau de Javel, une eau tiède, une bonne brosse, on laisse agir peut-être une dizaine de minutes au soleil et ensuite on rince, ça fait un travail formidable. Il y a même des gens qui lançaient leurs chaises dans leur piscine pour les voir blanchir avec le chlore, mais allez-y avec l'eau de Javel, c'est quand même plus simple. Peu importe le meuble? En résine. En résine, OK, oui, c'est ça. En résine. Les chaises qu'on dit en PVC, là, puis que finalement, ça devient moche après quelques années. Aujourd'hui, on a beaucoup de rotins synthétiques au savon vaisselle. Le rotin régulier, là, je dirais, bien là, il faudrait prendre une eau additionnée, par exemple, de bicarbonate de soude ou de vinaigre et les faire sécher à l'ombre afin que le rotin ne s'assèche pas. Les meubles en bois, bien, on pourrait utiliser le savon Murphy. Moi, j'aime beaucoup ce savon-là parce qu'il est à base d'huile. Alors, on peut laver nos meubles avec un savon à base d'huile et ensuite, tout simplement, les polir avec un linge doux. Ça peut être d'huile de lin, mais on peut demander aussi, dans les centres de rénovation, l'huile adaptée au type de bois qu'on a, parce qu'il y a différents types de bois, le teck, le merisier et tout. Alors, comme ça, on peut faire un bon ménage. Et le fameux parasol, à un moment donné, il salit le parasol. Bien, vous savez, Mme Chastache, je trouve toujours le truc le plus facile. Oui. Ouvrez-le quand il pleut. Il va se nettoyer tout seul. Aussi simple que ça, aussi simple tout simplement. Ben oui. Alors, on ferme toujours notre parasol. Une journée de pluie, ça vous fait un bon ménage du parasol. Et puis, les coulisses ou, en tout cas, les débris laissés par les oiseaux vont disparaître sous la pluie. Maintenant, on profite de notre terrasse. Oui. Mais là, on a des petites bébites qui arrivent souvent. Oui. Et puis, le mois d'août arrive, alors là, on va voir les guêpes. Je me suis amusée à fabriquer le fameux piège à guêpes. On le voit un peu partout sur Internet, fait avec une bouteille de cola recyclée. Super simple. On le coupe, on l'insère, le goulot à l'envers, comme ça. OK. À l'intérieur, j'ai mis de l'eau et du sucre. On pourrait mettre du miel, un peu de sirop d'érable, de la confiture. Quelque chose de sucré. Exactement, pour attirer la guêpe qui va aller dans la bouteille se nourrir.
mais qui ne retrouvent jamais la porte de sortie. Alors, quand vous faites des soupers de famille, puis là, les guêpes commencent à nous tourner autour, surtout en nous, eh bien là, on se fait un petit piège improvisé comme ça vous coûte même pas 2 cents. Mais les guêpes vont vraiment là-dedans. Oui. Alors, vous pouvez le suspendre près de la terrasse. Je trouve ça peut-être plus joli de suspendre. Ou le mettre tout simplement éloigné de la table. Oui. Ou vous festoyer, puis à ce moment-là, vous ne serez pas embêté par les guêpes. Ingénieux. Un autre insecte qui peut nous affecter sont les fameuses fourmis qui grimpent sur les tables, tout ça. Alors, le meilleur truc, c'est la fécule de maïs. Vous en avez dans votre armoire de cuisine. Alors, des petits amas ici et là sur le patio. Les fourmis vont aller se nourrir à la fécule de maïs. Ils l'apportent au nid. Ça devient un poison qui gonfle dans leur estomac. Mais en plus, si vous en mettez un peu, par exemple, ici, on dirait près des pattes de nos chaises ou de la table, eh bien, elles ne grimperont pas non plus sur la table. Elle s'étouffe avec ça, dans le fond? Non, bien, elle ne s'étouffe pas, mais il semble que la fécule épaissit les liquides, donc probablement que ça gonfle dans l'estomac. Ils apportent ça comme nourriture et puis ça devient finalement un insecticide, mais qui n'est pas dommageable pour le terrain. Le terrain, la nature, sauf les fourmis que vous voulez éloigner. Intéressant. Ensuite, on m'écrit souvent pour les fameux, chippeurs dans nos jardins. Ça peut être des écureuils, ça peut être des chats, des ratons laveurs, les marmottes. Oui, les fameuses marmottes, pas faciles. Les moufettes, moi j'en ai vu une dernièrement chez mon père. Alors, il y a une recette que j'ai faite à plusieurs reprises et qui fonctionne très bien. On prend un oignon coupé en morceaux, 1 à 2 gousses d'ail, bonne cuillerée de poivre de Cayenne, 1 litre d'eau. Préparez ça dans un pot maçon, parce que si vous le faites, par exemple, dans un contenant Tupperware, votre contenant va être fichu tellement l'odeur devient intense. OK. Alors, vous préparez la solution. Dans un pot maçon. Un pot en vitre. Un pot en verre, c'est ça. Super. Et puis, vous laissez ça macérer 1 semaine. Oh, quand même. Et je te dis, l'odeur est intense. Alors, on peut le mettre dans notre garage, peut-être? On le met dans une bouteille, oui, comme... puis, on peut vaporiser le contour du jardin pour éloigner, justement... Sur nos clôtures, par exemple? Souvent, c'est là qu'ils passent, exactement. Les petits animaux. En tout cas, il y en a, c'est autour des poubelles. Oui. Où il y a vraiment, là, un problème. Vous avez des visiteurs que vous ne voulez pas. Tu parlais de moufettes tantôt. Tu sais, le vieux truc, là, prendre son bain dans le jus de tomate, là, ça ne fonctionne pas, ça. C'est un vieux truc de grand-père qui avait pris un coup, je pense, puis qui a tombé dans le jus de tomate. Alors, moi, j'ai consulté un expert de la Maison Mondou, la Maison québécoise, qui s'occupe des animaux, puis ils m'ont recommandé 2 produits. Premièrement, pour les chiens qui se feraient arroser, il existe des recettes, je l'ai déjà fabriquées à base de bicarbonate, savon à vaisselle, peroxyde, mais quand l'humidité revient, l'odeur revient aussi. Et puis, il faut faire quand même attention avec les animaux, le contour, des yeux, tout ça. Alors, eux, ils vendent un duo SOS, ça dit. Ça vient à notre secours en cas de besoin. Alors, shampoing et vaporisateur qui est efficace et surtout, 4-5 jours après, si l'humidité revient, bien, l'odeur ne revient pas. Au moins. Un autre truc qui peut arriver, c'est vous passez avec votre voiture, par exemple, près d'une moufette. Tu sais comment l'odeur est intense. Ah oui. Alors ça, c'est Solu Odeur Extra. C'est encore commandé par Mondou. Et on peut vaporiser où il y a des odeurs, par exemple, de moufette, mais aussi on peut avoir des animaux, le chat du voisin qui vient faire des petits besoins près du jardin ou sur un coussin. Alors, toutes les odeurs d'animaux qu'on désire pas avoir, qu'on ne voudrait pas avoir autour de nous, on vaporise avec cette solution-là. Alors, vous savez, pour moins de 20 $, je pense que ça vaut l'investissement pour ne pas blesser nos animaux, premièrement, avec des solutions trop difficiles, trop dures pour leur peau, et puis se débarrasser de cette odeur-là tenace. Oh oui. Et en terminant, j'ai un petit truc que moi, j'utilise à la maison et qui est vraiment efficace. C'est tout simplement de mettre un pain de savon dans une poche en tulle. Comme ça, une pochette. Vous l'accrochez près du robinet.
Dans la maison? Non, à À l'extérieur. l'extérieur, le robinet de... Le robinet extérieur, Oui, OK. près du boyau d'arrosage, Oui, exact. comme vous voulez. Alors, vous travaillez, vous jardinez, vous avez les mains sales, tout simplement frottez vos mains. Vous êtes à proximité de l'eau, Oui. c'est près du robinet. La tuile nettoie bien vos mains. Vous avez le pain de savon. Vous êtes équipé pour un été de travaux dans votre cour. Et ça fonctionne. Chez nous, on l'utilise, puis c'est vraiment Pratique. un truc dépanneur. Oui. Merci beaucoup pour tous ces super conseils. J'aimerais également donner la possibilité à nos auditeurs de vous contacter, parce que là, c'est la fin de l'émission, mais si on souhaite avoir plus d'informations ou de réécouter vos conseils ménagers... On peut toujours visiter mon site www.madamechastache.com. Vous avez une foule de trucs gratuits. Je réponds personnellement à plusieurs lecteurs. Et puis, les gens peuvent me contacter pour des conférences. On me suit un peu partout au cours de mes périples, dans mes livres. Alors, c'est comme ça qu'on a des bons vieux trucs de grand-mère mis au goût du jour, parce qu'ils sont tous adaptés à notre époque. C'est bien ça. Grand-mère que je suis, je transmets ces trucs-là à mes petits-enfants aujourd'hui. Merci beaucoup, Louise. Je m'entretiens aujourd'hui avec Antoine Bareil, violon solo pour l'Orchestre symphonique de Laval et membre du Quatuor Molinari. Bonjour Antoine, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir d'être là. Là, pour le grand bonheur des Lavallois, tu vas performer aux Ondes musicales de Laval. Oui. Parle-nous un peu de cette performance. Bien, en fait, je ne serai pas en solo, mais bien au sein de l'orchestre. Alors, nous allons jouer 2 mercredis soirs, les 2 premiers mercredis soirs du mois d'août, avec l'Orchestre symphonique de Laval. Alors, c'est une belle occasion d'entendre de la musique symphonique dans un cadre vraiment relax, familial, extérieur. Alors, on espère que la température soit au rendez-vous, mais je suis sûr Jusqu'à présent, on est quand même choyés. Bon, bien, alors, on se croise les doigts que ça continue comme ça. Quelles seront les pièces musicales au programme? Bien, en fait, la thématique, c'est vraiment, je pense que c'est un monde de tradition. Alors, l'orchestre interprétera plusieurs œuvres, mais avec une thématique vraiment axée sur les différents pays du monde. Alors, ben oui, tout à fait. Alors, sans oublier ce que nous sommes ici au Québec, mais il y aura vraiment de la musique de tout horizon avec plusieurs pays qui seront à l'honneur. La musique tant proprement classique, proprement symphonique et des mélodies traditionnelles. Alors, vraiment quelque chose de bien accessible et de super amusant. Et d'assez unique aussi en même temps. Oui, ben oui. Est-ce que c'est plus difficile ou peut-être même plus agréable de performer dans un contexte extérieur ou non, c'est mieux dans une salle où la sonorisation est parfaite? Bien, c'est sûr que il y a 2 volets à ta question. C'est sûr que lorsqu'on joue à l'extérieur, c'est toujours un cadre vraiment enchanteur parce que, bon, il y a le vent, les oiseaux, les étoiles par moment, si on est chanceux. Bien que dans une salle de concert, effectivement, l'acoustique soit peut-être un peu plus riche, un peu plus travaillée. Mais il y a toujours quelque chose de spécial qui se passe lors de concerts extérieurs, particulièrement durant l'été. J'ai déjà vu des concerts aussi à l'automne, mais si, comme je le disais plus tôt, si la température est clémente puis les astres sont bien alignés, bien, ça donne lieu à vraiment des beaux moments. Il y a des côtés positifs aux deux contextes, mais est-ce que c'est plus difficile performer à l'extérieur? Ben oui, on n'est jamais à l'abri, comme je mentionnais, du vent, la température. Alors, on nous fournit toujours, aux membres de l'orchestre, des bonnes vieilles pinces à linge pour éviter que les partitions s'envolent au vent. Alors, c'est des petits détails auxquels il faut penser. On a tendance à oublier vraiment c'est les choses de base. Oui, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Vraiment, malgré que, bon... Les risques. Les risques reliés à ce genre d'événement-là. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté vraiment champêtre, magique plus aussi. Magique, près des gens. Il y a souvent les familles qui sont là avec les enfants. Alors, l'orchestre adore les enfants, d'ailleurs. Oui. Alors, c'est une belle occasion, d'autant plus que c'est des concerts gratuits. Oui, c'est le fun que les jeunes découvrent la musique classique parce qu'on dirait qu'avec les années, le public est un peu plus âgé, on pourrait dire. C'est vrai. Alors, mais ces 2 concerts-là dont on parle sont vraiment une belle occasion de se retrouver en famille, entre amis, pique-nique, chaises de parterre, puis dans un environnement peut-être un peu moins sérieux, traditionnel. Sérieux. Exactement.
On entend souvent dire que le violon est un instrument très difficile. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah c'est oui, vrai. hein? Bien, je pense que tous les instruments apportent leur lot de défis. Il y a quelque chose avec le violon, de par sa position un peu Ouais. bizarroïde, le contrôle des poids, les deux mains. Alors, c'est un instrument qui peut-être prend un peu plus de temps lorsqu'on en débute l'apprentissage, mais c'est pas long qu'une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, mais on y arrive très bien. C'est un peu comme moi, je compare toujours l'apprentissage d'un instrument de musique comme apprendre à faire du vélo. On ne comprend pas toujours au début comment Ouais. se tenir en équilibre, par Ouais, exemple, ouais. mais à un moment donné, on dirait que le cerveau fait la part du travail. Puis, Et tu as appris ça à jouer va à bien. quel âge? moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc, c'était quand même jeune. Quand même jeune. Ben, pour les violonistes, c'est pas mal l'âge auquel on commence Ah en oui? général. Oui, oui, oui. Avant un concert, comment te prépares-tu? As-tu un petit rituel précis? Ou... Pas vraiment. Je ne suis pas quelqu'un de très superstitieux. C'est correct. Moi, il y a une chose qui m'arrive avant tous les concerts, c'est vraiment bizarre, je me mets à bâiller vraiment OK. beaucoup. Certains disent que c'est peut-être une façon D'évacuer que le le corps a de stress, jouer. ouais. C'est ça. Alors moi, j'ai tendance, je m'endors un peu. Alors c'est pas parce que je m'endors pour Non, vrai, non. mais c'est mon petit réflexe naturel. Une réaction Ouais. physique. Puis c'est à la drôle. seconde où j'entre en scène, bien là, tout ça s'en va. Puis, Oui, oui, oui. ouais. Puis là, tu performes. Exact. Tu es aussi arrangeur et compositeur. C'est vrai. Quelle est la différence entre les deux? Parce que c'est pas tout le monde qui comprend les... J'avoue, bien, les- compositeur, c'est lorsqu'on a vraiment une page blanche puis on doit créer quelque chose de toute pièce. OK. Je l'ai fait dernièrement, d'ailleurs, pour un petit conte musical qui sera publié d'ici la fin de l'année. Lorsqu'on est arrangeur, ben, on est en contact avec la musique de quelqu'un d'autre. Puis là, on doit l'adapter pour un ensemble XY. Alors, je peux peut-être faire un parallèle avec les concerts qui s'en viennent avec Elhadj Diouf, qui sera Oui. notre artiste invité à l'orchestre. Il y a un excellent arrangeur qui a eu à prendre la musique d'Elhadj Diouf et de l'arranger pour orchestre symphonique, par exemple. Alors, c'est là que Donc, de jumeler déjà deux créations aussi un peu? ben, c'est de prendre la musique qui existe déjà, puis qui, mettons, était, disons, composée pour guitare ou pour percussion ou pour piano. Oui. Puis là, de faire en sorte que la même musique puisse être exécutée par un orchestre symphonique au grand complet. OK, OK, je comprends. Oui. Et lorsque tu composes une création, est-ce que c'est avec ton violon ou avec ton piano? En fait, un peu du violon. Je ne suis pas très bon pianiste, moi. J'aimerais. OK. C'est vraiment un petit regret que j'ai. J'aurais aimé être un peu plus habile de mes 10 doigts au piano. Oui, oui. Je te dirais que ça se passe beaucoup dans ma tête. J'ai toujours eu une bonne oreille, je pense qu'on peut dire ça. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment des flashs, des mélodies qui viennent auxquelles je pense, et puis que j'écris sur papier. Je suis un peu old school, si on Ouais, veut. Alors, ouais. moi, je suis toujours avec mon crayon et mon papier à musique comme ça. Bien, c'est correct. Merci beaucoup, Antoine Bareil. Mais c'est un plaisir. On rappelle aux auditeurs qu'on peut venir te voir performer avec l'Orchestre symphonique de Laval aux Ondes musicales de Laval. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Une nouvelle tendance depuis quelques années déjà, les jeux d'évasion attirent une foule de personnes. Et voici la proposition d'activité de Victoria pour notre dernière de la saison. Bonjour Victoria. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Les jeux d'évasion, me semble que depuis quelques mois, j'entends tout le temps ce mot-là un peu partout, que ce soit dans les médias sociaux, à la télé. Oui, C'est vraiment populaire. Ah ouais, tu as vraiment raison. Puis même à Laval, là, je pense qu'il y en a beaucoup là, qui s'en viennent et qui sont déjà là. Oui. Donc, c'est ça. Malheureusement, je peux pas parler de tous les centres qu'on a à Laval, mais j'en ai sélectionné 3 parce qu'ils ont 3 particularités différentes que je pense que c'est intéressant. Justement, ça peut peut-être vous accrocher pour certaines choses qu'ils proposent. Là. Exact. Puis, donc, c'est ça. Je vais vous parler premièrement du cube secret. OK. Donc, le cube secret, c'est un centre de jeu d'évasion. Et puis, vous êtes à l'intérieur d'un cube métallique qui est sur 2 étages. Et puis, à l'intérieur, il y a 4 appartements. Pourquoi je parle de cela? C'est justement le fait qu'il y ait 4 appartements qui ont... L'histoire est raccrochée ensemble. Dans OK. le fond, chaque appartement a un lien et a un secret à découvrir. Donc, c'est des appartements qui ont du style New York dans le temps, le 1920, je dirais. Et puis, justement, vous êtes invité à aller dans un appartement, là, celui que vous choisissez, pour faire la mission qui dure 45 minutes. Mais vous avez un 15 minutes avant d'explication puis de mise en situation.
Donc, tu visites juste un appartement. Oui. À chaque fois, tu visites un appartement. Là, si Donc, tu ça veux, te permet de retourner pour découvrir au moins quatre fois. Oui. Exactement. Dans les appartements, on a Lucky, le mafioso, qui est comme un peu dans le temps de la prohibition, avec les tables de poker. On a aussi le colonel anglais qui habite avec sa fille. On a le plus jeune détective de New York qui est mort dans son appartement avec son arme de service. Donc là, c'est à savoir si peut-être c'est un suicide, peut-être c'est un meurtre, on ne le sait pas. Et le séquestreur qui, lui, est disparu depuis 1973. Donc ça, c'est les 4 histoires, les 4 appartements que vous pouvez faire pendant les visites. Et puis, on peut être un groupe de combien de personnes? C'est minimum 2 et je dirais que le maximum, c'est pas exactement, mais c'est ça. Mais je sais que c'est minimum 2. Puis d'habitude, là, je dirais que ça dépasse pas plus que 10 personnes. Donc, pas plus que 10 personnes, c'est sûr. Et puis, l'âge minimal pour y aller, c'est 11 ans. OK. Donc, c'est quand même jeune. Oui. Puis, donc ça, c'est pour le cube secret. Maintenant, je vais te parler d'un autre centre qui s'appelle Immersia. Immersia, c'est une entreprise familiale qui a été faite par Roselyne Filion, la plongeuse olympique, doublement médaillée. Là. Donc, sa famille et elle aimaient beaucoup, justement, les jeux d'évasion et ils ont décidé de créer un centre à Laval pour en profiter là, encore plus. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'elles offrent, je dirais que c'est l'accessibilité qui est intéressant dans ce centre d'évasion-là, puisqu'ils offrent un service clé en main. Donc, si vous avez une entreprise, vous faites un événement, bien, vous pouvez avoir le centre pour vous et ils peuvent s'ajuster à vos demandes. Donc, avoir un service traiteur, un service d'alcool, un service de transport. Donc, toutes les demandes que vous faites dans la mesure du possible peuvent se faire. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant si vous avez une entreprise puis vous voulez faire un événement, un défi d'entreprise avec vos employés, vous pouvez le faire. Une activité de team building, par exemple. Bien, c'est exactement ça, c'est du team building, comme tu dis. Et puis aussi, c'est le centre où les enfants, il n'y a pas vraiment d'âge minimal. Ils disent qu'à partir de 9 ans, c'est bien d'être accompagné d'un adulte. Mais c'est celui qui, justement, si vous avez un enfant en bas âge, il peut faire certaines missions. Adaptation pour l'âge de l'enfant. Ouais, bien, pas d'adaptation, mais il peut aller dans certaines salles. Ah, donc, OK, parfait. Puis, parce que les autres, justement, c'est 11 ans. Oui, il y a vraiment une limite d'âge. Exactement. Donc, celui-là, si vous avez un enfant, vous pouvez y aller. Et ils offrent aussi une mission qui est un peu différente des autres, puisque c'est une mission pour la course contre le temps. OK. Et ça a un aspect compétitif. Donc, ça m'amène à vous parler de la première salle, qui est la station oubliée. Vous êtes dans une station et vous devez libérer une famille qui s'est fait kidnapper en ayant une rançon de 5 millions d'euros. Donc là, vous êtes à l'intérieur et vous êtes en équipe de... il y a deux équipes. Il y a 2 équipes. Et puis, vous avez 3 énigmes à faire en 20 minutes. Donc, chaque énigme a 20 minutes de temps. Donc là, c'est une course contre la montre. Puis c'est l'équipe qui remporte le plus d'énigmes à la fin qui gagne. Avant de conclure, quel est ton dernier jeu d'évasion à nous proposer? Eh bien, c'est Escape Game. Et celui-là, je l'ai sélectionné pour son emplacement, puis aussi ses heures de fermeture. Parce qu'il est situé au Centropolis. Et puis, il ferme à minuit les vendredis et samedis. Donc, si vous voulez justement aller prendre un verre, aller manger, vous pouvez ensuite, vous n'êtes pas pressé, là, puisque ça ferme bientôt, là, vous pouvez y aller plus tard en soirée. Ça fait un petit jeu d'évasion dans la nuit un peu. Oui, exactement. C'est le fun. Merci beaucoup, Victoria. Je voulais te dire que je suis persuadée que pour cet été, tu vas donner plein d'activités intéressantes pour les Lavallois. Merci. Je le souhaite. Merci. Selon moi, le point déterminant dans l'intégration, c'est la francisation. 2 thèmes que nous allons aborder à l'instant avec Hadi So.
Bonjour Adi, ça va bien? Bonjour Valérie, ça va très bien toi? Oui. Oui, comme tu l'as dit, l'intégration au Québec passe bien entendu par parler français, l'écrire, le comprendre. Donc quelqu'un qui viendrait ici, il y a des familles qui arrivent au Québec puis qui ne parlent pas bien français, qui ne l'écrivent pas ou qui ne le parlent pas du tout. Donc c'est pas leur langue ni maternelle ni la langue officielle du pays d'où ils arrivent. Donc pour ces gens-là, c'est important d'aller suivre un programme de francisation, des cours qui sont offerts à partir du mois d'août, d'ailleurs, actuellement, bientôt. Et pour préparer la rentrée aussi, pour des gens qui vont aller en formation, pour les élèves. Donc, il y a des cours qui sont offerts à Laval par des organismes. On a le Collège Montmorency qui en offre. On a le Carrefour interculturel de Laval, l'Entraide de Pont-Vieux, qui sont des organismes qui sont mandatés par le ministère de l'Immigration. Pour donner des cours de français aux immigrants. Exactement, aux immigrants. Il y a aussi le ministère qui en donne. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire, aller sur le site, voir pour s'inscrire et voir s'ils sont admissibles aux allocations qui sont payées pour la survie, pour le déplacement, parce que c'est sûr que quand on vient avec une famille, on ne peut pas passer du temps plein à aller faire des cours. Non. On doit quand même arriver à subvenir aux besoins. Si je comprends bien, les allocations servent pour l'hébergement, nourriture et cours de français ou seulement pour les cours de français? Pour les cours de français, c'est un montant qui permet aux gens de subvenir à leurs besoins pendant qu'ils suivent les cours de français, parce que c'est des cours à temps plein. Hein. On parle, à moins de le prendre à temps partiel, l'allocation est moins élevée, mais à temps plein, on parle environ de 140 $ par semaine. C'est peu. Hein? Oui, très peu. Voilà, c'est très peu. Donc, mais les gens recommandent d'ailleurs que pour inciter les nouveaux arrivants à focusser sur la francisation les premiers temps, que ces allocations soient bonifiées. Exactement. Voilà, donc des cours qui sont importants pour préparer la rentrée scolaire qui s'en vient bientôt. Hein. Donc, une première pour beaucoup de familles qui viennent d'arriver au Québec, des familles immigrantes, puis qui vont faire face à une certaine réalité s'ils ne sont pas présentés, s'ils ne se sont pas préparés avant. Donc, quand on vient au Québec, on a dans l'idée d'un système d'éducation intégrée, parce que c'est ce qui se passe souvent ailleurs. Donc, un ministère de l'Éducation nationale. C'est ce qu'il y a en France, c'est ce qu'il y a en Afrique, c'est ce qu'il y a en Belgique et ailleurs. Ici, on n'a pas un système national d'éducation. Donc, il n'y a pas un système d'éducation canadien. Il y a des systèmes d'éducation. Donc, chaque province a son propre système d'éducation. Puis ça, c'est vraiment une réalité qu'il faut appréhender. Au Canada, on a 10 provinces et 3 territoires, et chaque province est responsable de sa politique d'immigration. Ça, c'est la première réalité que les immigrants vont devoir affronter. La deuxième, c'est l'organisation même de ce système au niveau des provinces. Donc, ce n'est pas non plus centralisé par le ministère de l'Éducation du Québec, même si c'est lui qui définit les priorités et comment ça fonctionne dans les conseils scolaires, les commissions scolaires. C'est ça, en fait, qui fonctionne au niveau de la province du Québec. Si on prend l'exemple du Québec où on vit. Donc, les gens, il faut qu'ils sachent que dans la ville de Laval, par exemple, il y a 2 structures qui s'occupent de l'enseignement au niveau primaire, secondaire, au cégep et postsecondaire. Donc, c'est la commission scolaire de Laval pour tout ce qui est francophone et la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier pour la section anglophone. Il y a bien entendu aussi les écoles privées. Mais moi, je vous dirais que le public, c'est une très, très bonne option, surtout quand on arrive dans un nouveau pays. C'est une façon de s'intégrer, de voir les gens, rencontrer les jeunes du pays, parce que qu'on le veuille ou pas, le privé, c'est quand même un peu élitiste. Oui, puis c'est plus cher. C'est plus cher aussi quand on vient d'arriver. Exactement. Il faut déjà s'adapter, trouver un emploi. Voilà. On ne va pas rendre la tâche encore plus compliquée en allant, en envoyant nos enfants dans une école qui coûte plus cher. Plus cher. Puis l'erreur que les gens font, et moi je te dirais que je l'ai aussi faite, c'est quand on arrive, moi j'ai un garçon qui est venu ici, puis qui est venu au secondaire. Donc je m'étais dit, OK, Sénégal, système d'enseignement français, Québec, c'est peut-être pas le même système, je vais l'inscrire au collège français. On se donne dans l'idée que c'est un autre système d'enseignement. C'est exactement le programme du ministère, parce qu'ils ont l'obligation de délivrer ce programme-là. Donc tu n'as pas un programme différent en allant dans le privé.
Donc, C'est le même programme. C'est le même programme. Donc, autant aller au public, puis laisser ton enfant découvrir son milieu de vie au lieu de faire des kilomètres pour aller à Montréal et ailleurs pour faire l'école. L'autre chose aussi qui est extrêmement important, c'est de connaître l'école de son enfant. Oui. Puis de s'impliquer. Donc, quand on arrive, on a besoin quand même d'accompagner nos enfants, d'avoir un milieu, un cadre de vie propice à l'enseignement, à l'éducation, c'est important, d'aller rencontrer ses enseignants. Il faut être régulièrement aux rencontres avec parents enseignants. Si on a le temps, s'impliquer comme bénévole dans l'école, être dans les différentes commissions, organisations qu'il y a au niveau de l'école, ça permet aussi de connaître un peu mieux le milieu de vie. Et c'est important de bien connaître l'endroit où que nos enfants se développent en tant qu'humains. Voilà. Merci beaucoup, Hadi. Surtout, c'était notre dernière de la saison. Oui. Toujours des sujets très intéressants. Je te remercie. Merci beaucoup. Puis Valérie, j'allais juste rappeler une chose. On aura l'occasion d'y revenir dans une de nos émissions. La commission scolaire de Laval est en train de mettre quelque chose qui va être une première, un service qui va quelque part servir à faire le pont entre les différentes communautés, les structures qui existent, les parents, les ressources du milieu. Je trouve que c'est une excellente initiative, puis on y reviendra. Bien, parfait, merci. Bonnes vacances. Toi aussi. Puis bonne rentrée. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour, chers amis. Cette fois-ci, avant de prendre les vacances d'été comme tout le monde ici dans notre studio, j'aurai un invité spécial. Puis comme vous voyez, j'avais pris la place de la personne de journaliste aujourd'hui, pas de l'invité. J'aimerais bien vous présenter alors à cette occasion Monsieur Labib Farajala. Monsieur Farajala, c'est un proéminent leader d'une des communautés les plus présentes ici à Laval, soit la communauté libanaise. Il a une expérience de plus de 30 ans dans le travail communautaire de haut niveau avec différentes communautés. Récemment, il a même fondé une organisation sans but lucratif dont le nom est l'Alliance Laval, notamment pour établir un pont entre les différentes communautés culturelles qui résident ici dans notre coin et les différents organismes du gouvernement, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal. Alors, sans plus tarder, je vais dire bonjour à M. Farajala. Puis, je vais continuer en anglais, vu son désir de continuer à s'exprimer dans cette langue aujourd'hui. Alors, thank you, Mr. Farajala, for your presence here at TV Station Laval. Just please introduce yourself for knowing you a little bit better about your activities and your political engagement. Thank you, Mr. Burlaco. I want to thank TV Laval for giving us the opportunity to talk a little bit about the ethnocultural communities. I have been involved in community life ever since I immigrated to Canada. I am a Lavallois, Québécois, Canadien of Lebanese origin, and I've been involved in public life for the last 4 decades. Since I was a student and later on in community activities, community organizations, as well as in different political parties at all levels, municipal, provincial, or federal. Presently, I work with my colleagues to increase and enrich the concept of inclusive society at the level of Quebec. For this purpose, we have established a non-profit organization, which we have called Alliance Laval, that is shouldering this mission with a vision, with a very clear vision,
which is to maintain and support and maintain an inclusive society in Quebec, which will be a first step toward exporting this experience maybe to other provinces in Canada. So in short, this is what I've been doing for the last decades and for the past 4 decades. And for the future, we are determined to keep our work on to bring, to act as a bridge between communities through Alliance Laval. Do we have a difference between the time when you started to work in communities, in cultural communities, comparing with what we have today? It was easier, it was more difficult. What do you think, how's the degree of acceptability of the population regarding the cultural communities? Thank you for this question. I think now the working environment, if you will, for ethnocultural communities is more pleasant. Is more pleasant because ethnocultural communities are drawing on their experience, on their life experience in Quebec, and equally the Quebec society in general, in all its institutions, is also drawing on its own experience with dealing with the cultural community. So we have two kinds of experiences at 2 levels that came to a point where they begin to understand each other in a very practical way. I want to add that for a very long period of time, most of what is termed now as ethnocultural communities but by virtue of the day-to-day life, they were on the margin of socio-cultural and political activity and life. But eventually, they began to realize how important to participate, and they began showing increasing interest to play a very positive role at all these levels, and they began to receive positive signs of acceptance and encouragement from the concerned authorities. And I mean by concerned authorities, all authorities at all levels, the provincial level, the municipal level, the provincial level, and the federal level. Why? Because the authorities became increasingly aware of the important role ethnocultural communities can play in contributing to all kinds of life in Quebec and in Canada in general. Talking about politics, talking about provincial level that you already mentioned, we're going to have the election, the 1st of October. What do you expect from the new government that is going to be running the Quebec, the province of Quebec, in dealing with the cultural communities? Do you have some specific demands? Thank you very much for this question. Thank you very much. I think the coming government after the election of October will have to do a general revision of its policy and of its strategy regarding the ethnocultural communities. The modus operandi which we had for the past 40 years, in my opinion, drawn from day-to-day experience, is no longer productive. Okay. This is why I call upon our new government to revise this stand and to take a more practical approach in dealing with cultural communities. This means that although
focusing on the economic factor and on the linguistic factor is the first necessary and strategic step to induce integration and to increase the degree of inclusiveness, yes, it is not enough. Okay. We have to focus on other things, specifically on the social relations and on the interactive social process that must take place in order to stabilize and in order to bring this process of inclusivity into real life. Thank you very much for your presence today, and we wish you good luck in your activities. I should thank you, sir. Thank you, and thank the TV Laval for giving us this opportunity to talk to Lavallois and Québécois. Merci. Our pleasure. Nicolas, pour ta critique cinéma aujourd'hui, tu pouvais pas ne pas parler de ce film, le film tant attendu de l'été, Mission Impossible, Fallout, avec le fameux Tom Cruise. Oui, tout à fait. Ça va être le gros succès de l'été, je pense. Bon, c'est sûr que le dernier Avengers a été un énorme succès, mais tu sais, bon, on est quand même fin juillet, début août. Je pense que ça va être un des plus gros hits de l'été, ce film-là, avec 61 millions juste en Amérique du Nord dans sa première fin de semaine. Pour un film, c'est fou. Puis, tu sais, c'est le 6e de la franchise et c'est rare qu'une franchise s'améliore avec le temps. Et celle-ci, c'est le cas. Ah oui? OK. Oui, parce qu'en 96, le premier film réalisé par Brian De Palma, je pense, oui, il était bon, mais je pense qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller avec ce film-là parce que la suite, en l'an 2000, c'est John Woo, un réalisateur de films d'action, qui a réalisé le film et c'était très différent du premier. En 2006, J.J. Abrams, qui a été... c'est un gars de télé, c'est lui qui a réalisé le troisième. Donc, on ne savait pas trop les trois premiers, mais depuis le renouveau, on peut dire, de cette franchise-là en 2011, c'est beaucoup plus clair. Ce qui différencie, je pense, Mission Impossible de tous les autres films d'action dans le même genre, c'est que les cascades sont réelles. Oui, les cascades sont réelles dans plusieurs films, comme John Wick, mais... ces films-là, le but, c'est de faire tout réellement, en tout cas le plus possible, et utiliser le CGI en tout dernier s'il n'y a pas d'autre choix. Tom Cruise, d'ailleurs, il s'est pratiqué pendant 1 an à faire des sauts en parachute, juste pour une scène. Dans la première moitié du film, il fait un saut en parachute où il doit... ouvrir son parachute un peu à la dernière minute. Il s'est pratiqué pendant 1 an juste pour faire ça. Il y a tellement de cascades dans ce film-là. De la manière que la réalisation est faite, veut dire, c'est ce qui fait que Mission Impossible, c'est une franchise qui marche, c'est une franchise qui... a beaucoup de succès. Bien, qui s'améliore avec le temps aussi. Mais j'allais te demander, toi qui es expert des films cinématographiques, est-ce que c'est l'une des seules franchises qui s'est rendue aussi loin? 6 films, c'est beaucoup, là, ça? James Bond en a une vingtaine. Ils sont en train de faire le 25e film, je pense, de James Bond. Donc... Mais c'est parmi les seuls, non? Bien, ça dépend. Si tu prends l'univers cinématographique de Marvel, ils sont rendus à 20 films aussi. Oui, mais c'est pas le même... non, c'est la pas même vraiment histoire ou le même film. Transformers. Maintenant, c'est normal. La base des studios, maintenant, c'est vraiment de faire des franchises. C'est sûr que, Jurassic Park, ils sont rendus au 5e ou 6e, OK, donc je suis un peu dans l'erreur. Non, mais par contre, tu as raison sur un fait que, la franchise existe depuis 20 ans et Tom Cruise est là depuis 20 ans. Et plus ça va, et plus il fait de cascades. Donc, là-dessus... Ça, c'est impressionnant. Oui, il y a quelque chose que peut-être beaucoup de franchises n'ont pas. On prend James Bond, c'est toujours un nouveau. Toujours un nouveau James Bond. Indiana Jones, OK, c'est toujours le même, mais c'est pas lui qui fait ses cascades. Le but, c'est pas de rendre ça réaliste. C'est pas grave s'il utilise du CGI. Et Tom Cruise a tourné ce film-là il y avait 55 ans. Et les cascades qu'il fait, là, il s'est cassé, entre autres, une cheville, puis... le tournage a arrêté pendant 7 semaines. OK. Mais ça a coûté 80 millions parce que l'équipe, on peut pas, l'équipe peut pas prendre d'autres contrats ailleurs. Donc, on les paie pendant ce temps-là. Et c'est les assurances qui paient ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi les films, les gros blockbusters ont besoin d'assurance. Parce que le film a coûté 178 millions. Mais là, rajoute une catastrophe comme ça de 80 millions. C'est beaucoup plus difficile. Là, vraiment.
Donc, Tom Cruise, faire tout ça à 55 ans, il est ouvert aux possibilités d'en faire d'autres en plus. Donc, tu sais, c'est Et un là, athlète. comment as-tu trouvé le film? C'est ça la question. Moi, j'ai adoré ce film-là OK. pour ce que c'est. Tu sais, c'est pas... tu sais, je veux pas dire que c'est pas un film qui révolutionne le cinéma. Tu sais, c'est un très bon divertissement, mais Film vraiment, d'action, là. c'est un bon film d'action. Les cascades sont impressionnantes. Et vraiment, c'est de savoir que Tom Cruise, à 55 ans, fait la plupart de ces cascades-là. C'est particulier et je pense pas que ça se voit énormément au cinéma. Et petite affaire amusante, Henry Cavill, celui qui interprète un rôle, je ne vais pas parler trop de son rôle, là, je ne vais pas vendre de punch, dans ce nouveau film-là, lui interprète Superman. Et dans le dernier film de Justice League, pour les reshoots, il a gardé sa moustache pour son rôle de Mission Impossible parce qu'en même temps des reshoots de Justice League, il tournait Mission Impossible. Okay. Et le contrat lui disait qu'il devait garder sa moustache. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Justice League? Ils ont fait tous les reshoots avec sa moustache et ils ont effacé sa moustache par ordinateur et ça paraît. Ah, ça paraît. Ça paraît, c'est pas beau du tout. Ah, semblerait-il que la plupart des plans avec Superman dans Justice League, ça a été fait durant les reshoots. Donc, avec sa moustache qui a été effacée par ordinateur et ça paraît. Et là, on peut voir justement pourquoi est-ce qu'il a gardé cette fameuse moustache qui a rendu Superman, qui a donné un look très bizarre à Superman, disons. Si tu avais certains points négatifs à dire sur ce film, tu dirais quoi? J'ai pas vraiment de points négatifs à dire sur ce film-là parce qu'il faut le prendre pour ce que c'est. C'est pas un film qui se prend trop au sérieux. Christopher McQuarrie, c'est sa deuxième réalisation pour cette franchise-là. C'est vraiment parfait pour ce que c'est. Peut-être la longueur. C'est quand même assez long, 2 heures et demie pour un film comme ça. Tu sais, on s'entend, c'est pas l'histoire la plus incroyable au monde. Ce qui est le fun, c'est les scènes d'action. Mais en général, pour tous ceux qui sont habitués à Mission Impossible, qui ont vu tous les films précédents, c'est sûr que c'est un film que vous allez aimer dans l'éventualité où vous les avez aimés, là. Oui, ils vont être contents. C'est ça. Est-ce que tu sais s'il y a des chances qu'il y ait eu un 7e Mission Impossible? C'est toute une question au niveau du box-office. Jusqu'à date, 150 millions, première fin de semaine à travers le monde. Oui, il y a des chances. Tom Cruise est toujours ouvert à l'idée d'en faire d'autres. Reste à savoir si, mettons, le film va faire assez d'argent au box-office. Je m'inquiéterais pas trop pour eux. Mais Tom Cruise, c'est ça, est ouvert, mais il faut regarder ce qui se passe parce que c'est quand même la deuxième trilogie de la franchise. Donc, peut-être qu'on va essayer d'aller dans une nouvelle direction pour les autres. Donc, c'est à suivre, disons. J'avais l'impression, moi, que, ça fait quelques années déjà, mais quand on a su que Tom Cruise était dans la scientologie, puis qu'il y avait des réactions un peu bizarres dans des entrevues, que les gens étaient moins en amour avec Tom Cruise. Est-ce que tu sais s'il y a eu un impact sur la popularité de Mission Impossible? Je ne pense pas, parce que Tom Cruise s'est fait très discret depuis ce temps-là. Tu sais, il y a des... Tom Cruise a un entourage qui gère son image. Donc, tu sais, c'est sûr que il a dû être épaulé là-dedans. Il a dû faire extrêmement attention. Tu sais, c'est un peu comme Britney Spears, à un moment donné, quand on les a plus vus après. Elle s'est rasée la tête et elle a été un peu bizarre pendant un certain temps. Et là, tout à coup, elle a soigné son image et elle est revenue. Tom Cruise, c'est le même que v'là 5 ans, que v'là 10 ans, exactement comme Britney Spears. Seule différence, c'est que leur image est beaucoup plus soignée. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces belles suggestions de films durant la saison et merci de m'en avoir fait découvrir plusieurs. Ici Victoria Savoie et je suis à la 23e édition du Symposium de Sainte-Rose où plus de 90 artistes, peintres et sculpteurs vous présenteront leurs œuvres d'art. Et c'est un événement qui attire plus de 25 000 personnes à chaque année. Donc, c'est un endroit à aller. Je suis présentement avec Carole Fauchier, qui est coordonnatrice et aussi présidente de l'événement. Et elle fait aussi de la peinture acrylique enchantée. Merci. Donc vous, ça fait 23 éditions. Tu fais ça? Est-ce que ça fait 23 ans que vous êtes dans la participation? Ça fait pas la 23e année que j'expose avec Rosard, mais ça fait
Bien, ça fait la 8e année en tant que présidente et coordonnatrice. Mais avant ça, j'étais aussi dans l'association, mais ça fait peut-être une douzaine d'années, pas 23 ans. Coordonner l'événement, c'est quand même une tâche difficile parce que vous avez à coordonner les artistes et aussi les personnes qui sont bénévoles. Une année complète à penser qui pourrait être notre porte-parole, qui est le président d'honneur, et faire l'invitation à tous les artistes à tous les ans. On commence déjà en mois d'août, septembre à penser à l'année suivante. Je vois qu'on est dans votre kiosque. Vous peignez à l'acrylique. Ça, est-ce que c'est une passion? C'est quelque chose que vous faites? Ça fait 40 ans que je fais de la peinture. J'ai été pendant 30 ans à faire de l'huile. Puis je suis tombée dans l'acrylique comme Obélix dans la potion magique. J'adore ça. Maintenant, je suis avec l'artiste Monger. Est-ce que c'est la première fois que tu fais le symposium? Non, c'est la troisième année que je le fais. Par contre, ça fait 6 ans que je fais de la peinture, donc ça vaut la peine de venir jeter un coup d'œil. Mais troisième année que je suis ici. Ouais. Toi, c'est quoi ton style? Dans quoi tu te spécialises? Moi, c'est les peintures maritimes, fait que des peintures au thème de l'océan. Représenter, dans le fond, la mer comme sujet de prédilection au lieu d'avoir un sujet explicite comme les bateaux. C'est vraiment la mer comme sujet. Je suis au kiosque avec Isabelle Sevino. Enchantée. Bonjour, enchantée. Alors vous avez un type d'art assez particulier, là. Pouvez-vous m'expliquer un peu votre style? Je suis une exploratrice de l'art. Alors, mes tableaux sont en huile, il y a de l'acrylique, il y a huile et acrylique. J'aime beaucoup travailler tous les médiums. Et puis, je travaille du classique comme je travaille un petit peu aussi les choses plus fantaisistes. C'est mon style. Quand je fais mes personnages, ce qui m'inspire beaucoup, c'est tout ce qui touche le costume, la fantaisie, en fait. C'est ça. C'est ce qui explique aussi les petites bulles qu'il y a dans mes tableaux. En fait, ça nous amène dans un monde imaginaire. Au Symposium de Sainte-Rose, on peut aussi voir les artistes faire leurs œuvres d'art à leur kiosque, comme Madame Diane Saint-Pierre. Vous faites de l'aquarelle. Oui, je fais de l'aquarelle depuis plus de 20 ans. Et puis là, vous vous apprêtez à faire justement une toile avec des couleurs de bleu, de mauve. Oui, un petit peu de vert. Puis je vais sûrement terminer avec le noir, que j'aime beaucoup, qui... Quand on prend des cours d'aquarelle, ils nous disent de jamais utiliser le noir. Donc, on peut le prendre parce que c'est le fun de transgresser les règles. Comme le premier tableau que j'ai fait ce matin, qui est là dans le coin, en fait, je voulais faire un arbre, mais ça a fini en pot de fleurs. Alors, c'est ça. Ce qui est le fun dans l'aquarelle, c'est de suivre là où elle nous emmène. Et je parle un bout, elle me répond, j'y parle. C'est ça, c'est comme une danse. Au début, comme ça, on laisse les couleurs fusionner pour que ça fasse des beaux effets. Mais c'est ça, je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que je suis dans un sujet vertical, mais ça se peut que ça donne de l'horizontal. Je suis avec Shirley Théroux, porte-parole de l'événement, artiste multidisciplinaire qu'on connaît pour ses chansons et aussi pour sa présence à la télévision. Enchantée. Salut, bonjour, tu vas bien? Oui. Donc, vous êtes porte-parole cette année. Oui. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je suis porte-parole pour un symposium. Quand on me l'a offert, c'est comme c'était la première fois, ça a piqué ma curiosité. Parce que moi, maintenant, je suis peintre et je voulais vivre cette expérience-là et je ne pouvais pas trouver mieux qu'être ici, à Sainte-Rose, avec 90 artistes. Écoute, c'est un symposium extraordinaire, là. À chaque année, il y a entre 25 et 30 000 personnes qui viennent encourager les artistes de chez nous. D'ailleurs, je vais prendre le temps de dire aux gens à la maison, payez-vous donc un original, là. Artiste multidisciplinaire. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire que je suis musicienne, je suis comédienne, je suis interprète, je suis auteur-compositeur, je suis peintre. Ça, on va arrêter là. Un événement qui vous permet de voir l'art, la culture de Laval et plus précisément de Sainte-Rose. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller à la galerie de la vieille caserne pour voir des expositions qui sont tout au long de l'année. Il y en a une qui se termine le 1er septembre et qui s'appelle De bons souvenirs. C'était Victoria Savoie pour MaTV Laval. C'était la dernière de la saison. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous écouter, autant que j'en ai eu à animer. Je vous souhaite un beau mois d'août. Et n'oubliez pas, tous les dimanches matin à 9h30, c'est votre bingo TV Laval. Cette semaine, 4 500 $ en lot, 3 000 $ la carte pleine. N'oubliez pas, le dimanche matin, c'est bingo. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.